Alors, François Abley du CPR Canada me signale qu'il est connecté. Bonjour François, bonjour depuis Toronto. Salutations fraternelles, n'est-ce pas, à notre ami François. Andy Dufresne, salutations à vous tous. Dao Ahmed, Alpha Di. Bonjour à vous tous, bonjour. Walter Otto du Canada aussi est là, salut Walter Otto. Ilias Kwaku, bonjour Ilias. Ousmane Keita, bonjour et partagez donc la vidéo dans les différents groupes. Aboulaye Yaya Dosso, bonjour Aboulaye. Bonjour à Mamadou Karaboué, Kolia, Touré de Kolia. François dit je t'aime docteur, mais je t'aime aussi et François comme on dit, maintenant on dit aimons-nous vivants, il faut le dire à ses amis et c'est très important ça. Partagez la vidéo dans les différents groupes, c'est important de dire à nos proches, à nos amis qu'on les aime pendant qu'on est encore vivant. C'est très important parce que vous savez, moi qui ai vécu beaucoup de choses, moi qui ai été, pour ceux qui le savent, aux confins de la mort, ce qui fait qu'on n'a plus peur de la mort. Nous savons qu'il y a des moments de la vie où l'amour est une chose importante. Il faut le dire à ses amis, il faut le dire à sa famille, il faut le dire à ses proches, de temps en temps que nous sommes avec vous parce qu'on vous aime. C'est très important. Parce qu'il y a des moments de la vie où tout ce qui est matériel n'a plus de sens. Et ce sont les bons moments qu'on a passés à côté de nos amis, à côté de notre épouse, à côté de notre compagne, à côté de notre famille et de nos collaborateurs. Ce sont ces bons moments qu'on partage avec eux là qui restent comme des choses immatérielles mais immortelles. Voyez-vous, et c'est important l'amitié, c'est important la fraternité. Et donc dites de temps en temps à vos amis que vous les aimez. Je vous aime tous. Et je vous aime tous, j'aime mon pays. C'est d'ailleurs pourquoi on se bat. Parce qu'on s'est dit il faut laisser quelque chose derrière nous. Quelque chose de grand pour nos enfants, pour les enfants de toute la Côte d'Ivoire. Ça c'est important. Et quand on meurt en paix. Parce qu'on a laissé derrière soi l'amour entre les fils de la nation. Parce qu'on a laissé derrière soi la fraternité entre les fils de la nation. Parce qu'on a laissé derrière soi le bien-être pour ceux, nos compatriotes qui restent, pas uniquement pour notre famille, mais pour tous nos compatriotes. Et c'est ça qui doit être le sens même de l'action politique. C'est ça qui doit être le sens de l'action politique. Laisser de bonnes routes pour nos compatriotes. Et sortir les endroits enclavés. De l'enclavement, désenclaver donc ces endroits, apporter l'électricité, faire en sorte que les gens puissent se soigner, qu'ils puissent avoir du bonheur. Et on doit être heureux du bonheur des autres, du bonheur de nos compatriotes. C'est le sens, en mon sens, de la politique. Aujourd'hui, je voudrais encore vous saluer, faire donc cette petite introduction en rapport avec l'amour, parce que j'y crois moi en l'amour et je me dis du fort intérieur, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai été à un moment donné pratiquement dans le coma, dans des gens au golf se réjouissaient, Soré ses amis, se réjouissaient, il est mort, il n'a pas dit qu'il est un leader politique, il est un leader d'opinion, voilà il est mort et ils étaient contents. Ousmane Fofana est témoin puisqu'il était là quand ça se passait. Quand j'ai eu mon problème et que j'ai été, n'est-ce pas, rapatrié en France pour être soigné en rapatriement sanitaire. Voilà, et que j'étais en soins intensifs. J'étais content. Mais moi, ce sont des expériences qui m'ont servi. Récemment, quand j'étais malade, vous savez, j'ai fortement souffert de Covid. Ça a été difficile. J'avais des problèmes respiratoires. Un jour, j'en parlerai pour peut-être, n'est-ce pas, sensibiliser les gens sur cette maladie. Mais les gens se réjouissaient dans des forums. Doumbia, il est mort. Il est dans le coma. Mais j'ai survécu, François.
Encore une fois, j'ai survécu. Et ce sont des moments où vous dites, mais la vie elle-même n'est rien. Mais qu'est-ce qu'on laisse après soi pour les générations à venir? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit être notre combat. Et les gens comme nous qui avons été aux confins de la mort, nous disons toujours, l'important, c'est ce qu'on laisse d'après soi. C'est le bien-être du pays. Et donc c'est de ça que je voudrais parler avec vous. Parce que je crois que la finalité de tout ça sur la terre, ça doit être l'amour. Et j'ai l'intime conviction que la vie a un sens. Et que ce sens de la vie, ça doit être l'amour entre les humains de manière générale, entre tous les peuples. Et je crois fortement en Dieu. Je crois fortement au fait que nous avons été créés. Et que la finalité de notre Créateur, c'est l'amour entre nous. Le partage de nos ressources. Au lieu de faire la guerre, de s'entretuer, que les ressources, les dons à la nature soient partagés entre les peuples et que les gens s'acceptent entre eux. Et mon regard même que j'ai sur l'immigration, sur souvent les mouvements de population d'un endroit à un autre, je me dis que les gens vont, soit parce qu'ils ont faim, soit parce qu'ils fuient les guerres, mais ça crée des situations nouvelles. Ça fait en sorte que les gens n'ont plus peur les uns des autres. Qui savait que le père de Barack Obama aux États-Unis pour ses études donnerait un fils métis qui contribuerait d'une certaine façon à améliorer la condition des Américains, mais à diminuer la haine raciale entre les peuples qui ne se connaissent pas, qui peuvent dire, mais les Noirs ne sont pas aussi idiots qu'on le croyait, que nos stéréotypes ne sont pas aussi vrais et qu'un Noir peut être aussi intelligent qu'un Blanc. Je me dis, mais les gens qui immigrent en Europe, leurs enfants naissent là. Ça fait que le blanc qui initialement ne connaissait pas le noir, qui ne connaissait pas l'arabe et autres, peut se dire, mais ils ne sont pas comme on croyait qu'ils étaient, ils ne sont pas des animaux. Donc le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux doit être différent. Donc ce sont des faits qui sont des faits individuels, volontaires, mais qui rentrent dans un schéma qui dépasse les individus eux-mêmes qui posent les actes. Donc, nous croyons que la finalité de tout ça, ça doit être l'amour entre les humains. C'est pourquoi, quand en Côte d'Ivoire, dans notre pays, nous voyons des gens qui prônent la haine. Nous voyons des gens qui prônent les divisions au niveau régional, au niveau religieux, au niveau ethnique. Nous disons que ce sont les forces du mal. Nous disons que ce sont les forces qui empêchent le rapprochement entre les humains. Et nous disons que ceux-là sont guidés par le diable et non par Dieu. C'est pourquoi nous les combattons. C'est pourquoi nous combattons les discours de haine. C'est pourquoi nous combattons les individus qui mettent leur personne au centre de l'action de l'humanité. Tout doit se rapporter à eux. Nous disons que ce sont des petites personnes. Bref, je voudrais, n'est-ce pas, bon, il y a des gens qui m'insultent de Rikanga, malhonnête, corrompu et que sais-je encore. Mais bon, quand dans son fort intérieur, on sait qu'on n'est pas tout ça, je ne prends même pas la peine d'effacer son commentaire que je peux effacer et même bloquer la personne. Mais bon, c'est des choses qui ne me disent rien parce qu'au fond de moi, je sais que je suis un homme honnête. Au fond de moi, je sais que je suis quelqu'un qui se bat pour la droiture. Je sais, au fond de moi, il dit quoi, ton doctorat doit être audité. Bon, il faut aller à Paris 12, n'est-ce pas, pour auditer cela. Mais bon, voilà. Donc, il faut aller voir M. Lamdorfer, qui est du CNRS, qui a été dans mon jury et autres pour auditer ça. Mais bon, ça, c'est pas important pour moi. Pour moi, l'important, c'est l'amour entre les Ivoiriens. L'amour entre les Africains. L'amour entre les humains de manière générale pour un monde meilleur. Et donc, il y a certains, je vais expliquer un peu ma démarche actuelle avant d'attaquer le sujet qui est à l'ordre du jour. Doumbia Major, il est au restaurant. Doumbia Major a dit ça hier de telle personne, il ne dit plus ça aujourd'hui. Doumbia Major a critiqué Ouattara. Aujourd'hui, Doumbia Major est silencieux sur tel sujet en rapport avec la gestion du pays et autres. Mais je vais vous répondre vraiment de manière très sincère. Très sincère, parce que je suis quelqu'un de honnête, fondamentalement honnête. Je vous dis une chose, le combat politique, c'est Chirac qui disait « chaque pas est un but » dans son dernier ouvrage.
Chaque pas est un but. Chaque pas doit être un but. Donc, il faut avoir une démarche stratégique. Il faut avoir une démarche intelligente et rationnelle. Et le combat politique doit être hiérarchisé. Voyez-vous, quand vous regardez les gens comme Blé Goudé, ce sont des gens qui ont tué mes amis. Tout le monde le sait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui ont assassiné mes amis quand j'étais étudiant. Qui ont moi-même tenté de me tuer. Je suis allé en exil du fait de ces personnes-là, soutenues par Laurent Gbagbo. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Et quand je parle avec des faits, des noms, des dates. Mes amis ont été assassinés ici. Bakayoko Memissa, Kwasi Hervé, Kinyelman, etc. Les Kone Moudlaï. Voyez-vous, des attaques du restaurant universitaire où mes amis ont été découpés. Il y a des témoignages des amis même de Blé Goudé qui attestent qu'ils se sont réunis le 24 mai 2000 et le 25 mai, ils sont allés se réfugier dans le bureau de Gossio, FPI, et de là, ils sont allés attaquer des étudiants qui mangeaient tranquillement au restaurant universitaire de Cocody. Les témoins sont encore vivants. Donc ces personnes ont tenté de m'éliminer, je suis allé en exil. Ma fille avait 4 ans, je l'ai laissée ici, je n'ai même pas pu l'éduquer parce que ces gens-là voulaient me tuer. Ces gens-là ont empêché mes amis d'aller à l'école ici. Ils avaient le contrôle de l'université et Gbagbo les protégeait pour, n'est-ce pas, empêcher mes amis d'aller à l'école. Et d'ailleurs, souvent je le dis, les gens du RDR et autres qui ont fait venir certaines de ces personnes-là d'exil pour leur donner des grades, des rappels de salaire. Il faut dire la vérité, pendant que nous, nos amis, pendant que moi-même qui vous parle là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas mon rappel de salaire. Jusqu'à jour d'aujourd'hui, j'ai déposé mes dossiers ont à peu près de 8 mois quand Mabry était ministre. Mes dossiers sont allés à la fonction publique, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas payé. Et on peut aller même dans une situation de catastrophe, je ne serai même pas toujours payé. Donc pendant que vous parlez des restaurants là, dites-vous la vérité, souvent je le critique, pour dire que quelqu'un ne peut pas être recruté depuis le 19 et le 18, comme on appelle, février 2019, et que combien de mois après il n'a pas de salaire. Moi j'ai travaillé en France, je n'ai jamais fait un mois dans un service avant qu'on me paye. Bon bref, on va dire, il ne faut pas prendre ton cas personnel pour en faire une affaire d'État. Mais je n'en fais pas une affaire d'État. Mais souvent je le dis, c'est des choses qu'il faut améliorer. Notre administration, il faut améliorer. Ça c'est des choses inhumaines. J'ai eu le Covid. J'aurais pu mourir sans même toucher mon salaire. J'aurais pu mourir sans jamais toucher mon salaire. Mais ça, ce sont des faits. Mais les gens crient, vous êtes au restaurant, vous êtes au restaurant. Bref. Donc, je dis, je vais vous parler en vérité. Donc, les Blé Goudé ont tenté de me tuer. J'ai fait 10 ans d'exil à cause de ces personnes. Ça, ce sont des faits. Quand j'étais en exil, là, j'ai tenté de venir en Côte d'Ivoire, de revenir. J'ai négocié par tous les moyens, ils se sont opposés. Afin Guessa est témoin. Yoboué Laza est témoin. J'ai envoyé des camarades ici pour venir rentrer au pays. Ils se sont opposés. Afin Guessa a donné son accord. Mais Blé Goudé ont dit, niet. Si lui-là rentre au pays, ça va le tuer. Afi est témoin, les Yoboué Laza sont témoins. Et Porqué est décédé. Oui, bon. Mais c'est les gens qui sont témoins. Mon ami Porqué, qui était au FPI. Donc voici, ça c'est ça qui est la réalité. Donc, les Soro, là comment je me suis retrouvé en exil. En exil, ceux qui m'ont contraint en exil là, quand il y a eu la rébellion, eux ils voulaient quoi? Que moi je prenne position pour eux. Je ne pouvais pas prendre position pour des gens qui me contraignent en l'exil. Ça aurait été quand même du masochisme poussé à l'excès. C'est-à-dire des gens cherchent à te tuer, ils ont tué tes camarades. Eux, ils sont attaqués par des gens et puis ils veulent que tu les soutiennes. Mais j'ai pris position contre eux pour dire, quand j'étais en exil, on a mis en place avec les Ousmane une association loi 1901 qu'on appelait MPCI France Europe. Pour prendre position contre ces gens-là, pour dire que ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont tué, ce sont des gens qui ont violé des femmes. Et c'est pourquoi ce sont les enfants de ces femmes violées-là qui se sont rebellés contre eux. Et j'ai mené le combat, la résistance intellectuelle contre eux. Je n'ai jamais dirigé des camps militaires. Ça, ce sont des faits. Souvent, ils prennent mes photos. Quand je suis avec Assia Benoît Pépin, mon ami, on partait, j'étais éducateur spécialisé, on partait dans les Pyrénées, avec les enfants, on fait des randonnées, donc souvent on entrait, même souvent, ce sont mes photos où j'étais sur le pic du Midi, où il y a même, je suis assis avec le tableau de Jean Glavani, derrière qui était ministre, le tableau d'inauguration du pic du Midi, où c'est écrit dessus Jean Glavani, ministre, n'est-ce pas, est venu à telle date. Bon, il présente ça, dit Doumbia rebelle, parce que je suis en tenue de camouflage dessus. Mais ce sont des gens qui ont tué mes amis.
Donc je ne peux pas prendre position pour des gens qui ont tué mes amis, pour des gens qui m'ont contraint en exil. Je ne suis pas un masochiste. Alors quand il y a eu la rébellion, Guillaume Soro a pris position lui aussi. Il était ici. Pourquoi? Parce que quand moi on me traquait, on cherchait à me tuer, on l'a accusé aussi, n'est-ce pas, d'être avec moi, de me soutenir dans le conflit que j'ai eu avec Blé Goudé, parce que au sein de la commission constitutionnelle, consultative constitutionnelle, je me suis opposé au fait qu'on manipule la constitution pour exclure un individu. J'ai dit que la FESI, en tant que syndicat, ne doit pas prendre position dans ça. Il faut qu'on se retire. Et j'ai obtenu, après argumentation auprès de l'Assemblée générale de la FESI, que les étudiants se retirent de cette commission consultative constitutionnelle qui écrivait l'élection. Et pardon, la constitution. Pour ça, ils ont voulu me tuer dans ce pays. Mais je ne sais pas avec la force, c'est avec mes arguments que j'ai convaincu les gens de se retirer. C'est avec la force des arguments. Et pour ça, il fallait me tuer. Tous ceux qui ont soutenu cette position, il fallait les tuer dans les résidences universitaires. Ils se sont appuyés sur l'armée, une frange de l'armée qu'ils contrôlaient. Parce que la réalité, il ne faut pas mentir sur Guy Robert. Guy Robert était au pouvoir, mais Guy Robert demandait qu'on me libère de Akwedo, où j'étais gardé par les Katenyatois, hommes de main de Simone Gbagbo et de Gbagbo, qui est actuellement en prison, par les Gléi et autres. Donc la frange FPI, n'est-ce pas, de l'armée, nous maintenait et permettait à Blé Goudé d'aller raconter plein d'insanité sur moi. Aujourd'hui, je suis dehors, quand je parle, il ne peut pas parler. Mais quand j'avais les mains liées, il parlait. Je ne pouvais pas répondre. Aujourd'hui, quand je parle, il ne peut pas répondre parce qu'il sait que tout ce que je dis est vrai. Donc, c'est le silence dans le rang. Voilà comment je me suis retrouvé en exil. Soro aussi, accusé de me soutenir, s'est retrouvé en exil par Blé Goudé. Les faits sont là. Les journaux sont là. Où Blé Goudé accuse Soro de me soutenir. Quand je parle, c'est toujours avec les faits. Voilà comment il s'est retrouvé en exil et IB l'a appelé pour être son porte-parole. Mais Soro avait des antécédents avec moi parce qu'il estime qu'au congrès de 98, c'est moi qui, n'est-ce pas, a pris position pour Blé Goudé contre lui. Au moment où il me demandait de le soutenir, et c'est moi qui suis allé à Bamako pour dire qu'il n'est pas le secrétaire général sortant. Parce qu'il voulait être à la tête d'une organisation sous-régionale pour être au-dessus de nous. Moi, je suis allé à Bamako pour dire qu'il n'est pas le secrétaire général sortant, mais le secrétaire général sorti. Donc, il n'a pas digéré ça. Il allait en Europe mettre en place une organisation farfelue là qu'il appelait FIEF. Il est revenu. Et puis bon, à un moment donné, on a été tolérant vis-à-vis de lui. On l'a accepté. On a permis, quand le coup d'État contre Bédié a eu lieu, qu'il organise le concert des mutins où il a traité Bédié de dictateur. Voilà, ça ce sont des faits historiques. Les gens ne savent pas les choses et puis bon, ils parlent. Donc, j'ai pris position contre le régime de Gbagbo, qui a assassiné mes amis, qui faisait violer des femmes à l'école de police, qui n'était pas un régime démocratique. Le président qui est à la tête de l'armée, le chef suprême de la police et de l'armée, permet qu'on viole des femmes, des mères des gens et des sœurs des gens à l'école de police, et son épouse vient à la télé sur TV5 dire que ces femmes-là l'ont bien cherché. Un régime comme ça ne peut pas diriger notre pays, c'est un régime criminel, le viol est un crime. C'est de ça il s'agit. Alors, Blé Goudé, c'est quelqu'un qui a cherché à me tuer. Soro, lorsque la rébellion a éclaté, il a pris position dans la rébellion. Donc, on a cohabité, on s'est retrouvés dans la même association, dans la même organisation, chacun défendant ses intérêts, chacun défendant ses positions idéologiques et ses convictions au sein de cette rébellion. Moi, je ne connais pas ses convictions. Je supposais que parce qu'il a été victime d'exclusion, de traque par le régime FPI qui s'est retrouvé là-bas et que comme moi, mais je ne connaissais pas ses motivations. Est-ce que ses motivations étaient pécuniaires? Il était à la recherche de l'argent, du pouvoir et autres. Ça, je ne savais pas. C'est après que le temps nous le dira. Mais parce que je suis allé à Bamako, dit qu'il n'est pas le secrétaire général sortant, mais sorti. Donc, ces petits contentieux qu'on avait en tant qu'étudiant, il les a gardés et il a cherché lui-même à m'éliminer aussi au sein de la rébellion dans sa bataille de leadership où pour lui il fallait nettoyer tout le monde pour être celui-là, n'est-ce pas, qui va se positionner comme le leader. Il a liquidé même celui-même qu'il a appelé pour faire de lui le secrétaire général de son mouvement, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly. Parce que pour lui c'était une guerre de leadership, c'était une guerre de... c'était sa personne qui était, n'est-ce pas,
qui devait être mise en avant. Il a fait du nettoyage, il a tué, il a poussé les chefs de guerre à se rebeller contre leur chef, il les a, n'est-ce pas, il a cogné les têtes. Et, bon, voilà, ce qu'il a eu, comme Gbagbo le dit, par les armes. Mais bon, avant que je fasse l'autopsie de tout ça, mais dit qu'aujourd'hui Soro est allié à Blé Goudé dans une alliance que je dirais satanique. Des gens qui ont cherché à se tuer hier sont alliés aujourd'hui. Ils sont à l'étranger. Et puis ils veulent venir en Côte d'Ivoire et prendre le pouvoir par la force en alliance avec les Bédier, les Gbagbo et autres. Mais si vous-même vous êtes intelligent, vous voulez que moi je prenne position pour des gens qui veulent me tuer? Ce n'est pas des adversaires politiques qui vont te critiquer sur la base de ta gestion, de tes actions, de ton bilan et autres. Ce sont des gens qui cherchent à m'éliminer physiquement. Vous voulez que je soutienne des gens qui veulent m'éliminer physiquement, qui cherchent ma mort, qui se sont servis du pouvoir quand ils étaient dans le pouvoir, Soro par exemple, pour aller me traquer jusqu'au Congo, en faisant écrire dans les journaux que moi je vais faire un coup d'état, je vais tuer le président Alassane Ouattara. Vous voulez que ces personnes-là, je les aide, je les soutienne, j'ouvre la porte pour qu'ils viennent me tuer? Attends, prêtez-moi quand même un minimum de neurones. Prêtez-moi quand même un minimum d'estime de moi-même, d'amour de moi-même. Quand on parle d'amour, je ne peux pas être masochiste jusqu'au point d'ouvrir la porte à mes ennemis pour venir me tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous parlez des restaurants, moi, je n'ai pas besoin d'être dans un restaurant. C'est moi qui ai besoin du restaurant. Mettez-vous ça en tête pour endiguer mes ennemis. C'est moi qui ai besoin du RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui a besoin du moi. Il y a des gens qui sont RHDP là. Si le régime change, eux n'auront rien, ils seront tranquilles, n'ont jamais pris de position, n'ont jamais eu d'antécédents avec ces personnes-là. C'est le régime qui a changé, basta. Mais moi, ces personnes-là cherchent à m'assassiner. Ces personnes-là sont un danger pour mon intégrité physique. Donc pourquoi je vais prendre position pour ces personnes? Moi, j'ai besoin d'alliés pour combattre ces ennemis, mes ennemis personnels, qui par ailleurs sont alliés aux identitaires, à des gens qui prennent la haine dans le pays comme instrument de conquête de pouvoir. Donc je ne suis pas idiot. Dans ma démarche, là, il y a une démarche rationnelle. Avant de parler dans le pays, il faut que toi-même tu existes. Ceux-là veulent ma mort, donc ils sont des ennemis dangereux pour moi. C'est-à-dire que pour mon existence. Ça c'est un. Avant de parler du pays, il faut que le pays lui-même il existe. C'est-à-dire avant de parler de gestion dans le pays, bonne gestion, mauvaise gestion, il faut que le pays existe. Ceux-là ils sont dangereux avec leur discours identitaire, leur discours de division, leur discours de ségrégation pour l'existence même du pays. Puisque en poussant des gens contre d'autres, sur la base ethnique, en disant que tels ne sont pas des Ivoiriens. Leur rassemblement à Paris, à Saint-Fraou, à Yamsokro, ce sont des étrangers qui y vont. On pousse à la haine xénophobe. Donc on pousse à remettre en cause même l'unité du pays, l'intégrité du pays, parce que ça pousse à la guerre. Donc le pays ne va même pas exister. Le préalable au développement, le préalable même pour parler de gouvernance, il faut que le pays existe. Donc hiérarchiquement pour moi, il y a des gens qui veulent ma mort. Donc il faut que moi j'existe. Il y a des gens qui veulent la destruction du pays. Ceux-là sont un danger. Et puis maintenant, après, on peut parler de la gestion du pays. Donc quand je mets les choses en ordre dans ma tête, là, il faut combattre d'abord ceux qui veulent me tuer. Deuxième, il faut combattre ceux qui veulent détruire le pays avant de parler maintenant en finalité, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Donc hiérarchiquement, les gens que je combats, ce sont des gens qui sont mes ennemis. Ce sont des gens qui sont contre l'unité et l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Et après, je regarderai si il faut parler de la question de gestion, dont je parle d'ailleurs. Donc c'est pourquoi, prioritairement, dans ma démarche, moi j'ai besoin d'alliés. C'est moi qui ai besoin d'alliés. Ce n'est pas eux qui ont besoin de moi pour ma survie, pour mon intégrité physique. Deuxièmement, j'ai besoin d'alliés pour combattre les haineux qui veulent diviser le pays. Et puis bon, après, on parlera de la question de la gestion, de la transparence, de la bonne gouvernance et autres. Donc voici ma démarche intellectuelle. Elle est hiérarchisée. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi je voudrais, après avoir fait ces précisions, pour dire restaurant, ceci, cela, moi ça, ce sont vos propos, ce sont vos opinions, je m'en fous. Restaurant là, moi-même, si le restaurant me regardait comme un allié solidaire, mon problème,
d'intégration ou de salaire ou de autres, là serait résolu. Ma petite sœur, Doumbia Fatimata, qui a 2 masters avec mention, ne serait pas au chômage. Donc moi, je ne suis pas venu pour me battre pour mes intérêts personnels, n'est-ce pas, les intérêts des familles ou pour des raisons alimentaires. Je suis venu me battre pour ma survie d'abord, et puis me battre pour l'unité de la nation, l'intégrité de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, qui permettra à chacun, en fonction de son talent, de ses aptitudes, de poser des actes pour le développement de la nation. Voilà, moi je vais au champ tranquillement. S'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, je vais aller au champ tranquillement. Mon champ de cacao est là, hein, où sont mes cabosses. Hein, de temps en temps, j'en mange, je fais du chocolat avec. Mes piscicultures sont là, mes élevages de poulets sont là, mon champ de manioc, mon champ d'igname et autres. Mais ça, là, il faut qu'il y ait la paix pour que ça se passe. Voilà, même si je ne suis pas enseignant là, j'ai mon champ. Et j'ai mes piscicultures, je peux vivre. Chaque jour, je peux manger un poulet. Si je veux, ça ne va pas finir dans mon champ. Donc ça, cette précision-là, il faut qu'elle soit claire dans l'esprit des uns et des autres. Maintenant, je vais parler de notre ami Guillaume. Hein, notre ami Guillaume. Et puis bon, de ses propos de... Moi, je voudrais d'abord dire à nos opposants, ne suivez pas Guillaume. Parce que Guillaume se bat pour des problèmes personnels et il vous embarque et il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Il se bat pour des problèmes personnels et il vous embarque et il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Il faut que ce soit clair. Le président Bédié, le président Gbagbo, mais vous savez de quoi je parle. Parce que bon, vous regardez mes vidéos, vos conseillers regardent mes vidéos. Et c'est des conseils que je vais vous donner. Et je voudrais aujourd'hui donner des conseils aussi à Guillaume. Pour qu'il puisse sortir de l'engrenage dans lequel il s'est mis. Je voudrais apporter un regard clinique de ma connaissance que j'ai de Guillaume. Parce que beaucoup le suivent sans le connaître. Beaucoup le suivent sans le connaître. En fait, Guillaume, comment il en est arrivé là? On va analyser ensemble. Peut-être que si j'analyse, vous allez avoir pitié de lui. Vous allez avoir pitié de lui et puis vous allez l'aider. Vous allez lui donner des conseils. Vous allez lui donner des conseils. Parce que moi, j'ai pitié de lui. J'ai un ouvrage que j'ai écrit, un de mes livres, Pourquoi l'école doit être gratuite, dans lequel j'ai mentionné que souvent ce n'est pas la faute. Ce n'est pas de la faute à des personnes comme Guillaume. Ce n'est pas de leur faute. C'est souvent c'est dû au système. Le système dans lequel on est. C'est pas que je veux dédouaner mon jeune frère, mon ami, mon jeune frère Guillaume. C'est pas que je veux dédouaner Guillaume. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale véritablement. Ce n'est que maintenant que le Premier ministre, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, Amadou Gon Coulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne aux plus défavorisés, aux démunis. Mais ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Donc quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais orphelin, quand tu avais des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Et on était dans cette situation, dans notre pays. Il n'y avait aucun système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. C'est dans ces conditions-là que notre frère Guillaume a perdu son père et sa mère. En fait, les gens ne le savent pas. Non, laissez les histoires de Soro enseignants là, hein, et Karel. Laissez ça, on va répondre à ça après. Mais c'est dans ces conditions que Guillaume a perdu son père et sa mère. Il était totalement démuni, pauvre, misérable, quand cela est arrivé. Il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, il connaît Dosongui, et des gens comme Zana, qui avait la société Cito, société de transport Cito, qui nous ont aidés les 2 fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. En maîtrise, il n'avait même pas fait de soutenance et autres, et puis il se retrouve avec la perte de ses parents. Donc je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qui l'a poussé dans
l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres, ses soeurs, dont il avait la charge. Il est devenu soutien de famille à un âge où il n'avait aucun moyen, où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. Il venait de faire une licence en anglais qui ne lui donnait même pas la possibilité d'aller enseigner parce que il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre, trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime de Bédié. Il n'y a aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc le voilà soutien des familles. Il était obligé de se battre pour dire, il faut que... Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pourra, il a choisi, y compris s'il fallait aller en enfer, il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume, son père me trouvait souvent, il aimait causer avec moi à la cité de Yopougon. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il aimait beaucoup Guillaume. Travaillait à la Satmassi, il me disait, moi j'ai que pour tout bien, moi Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Bon, ouais, ça me, voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé, où il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc il a choisi de se sacrifier pour les autres. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques et profitant de la situation de la guerre, du conflit de 2002, il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Et quand il s'est positionné, il a pensé d'abord à lui-même, sa situation, et non à une cause quelconque. Donc pendant que nous on critiquait Gbagbo sur sa gouvernance et autres, il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef, pour prendre le contrôle de la rébellion en s'appuyant sur la cupidité de certains qu'il connaissait, hein, et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale pour piller littéralement le Nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Donc, s'occuper de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire l'analyse clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose. Et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Guillaume est un sacrifice pour sa famille. Mais un sacrifice dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal. Donc il est rentré dans un chemin où il s'est dit, vaille que vaille, il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc il n'avait pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiments. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. Il a massacré des amis. Il n'avait pas d'état d'âme. Il a pris des gens en prison pour aller les tuer. Des gens étaient dans des conteneurs, les amis exposés au soleil pour qu'ils meurent par asphyxie. Tout le monde est au courant de ce passé de Guillaume. Donc c'était quelqu'un qui à un moment donné acceptait l'enfer. Il a accepté de tuer, il a accepté d'être cruel, d'être un monstre. Pour lui-même et pour ça. Donc il est rentré dans un engrenage. Quand tu as déjà tué, quand tu as déjà massacré des humains, tu as peur de quoi encore? Tu as massacré un, tu n'as plus peur de l'enfer. Tu te dis, ben j'ai tué.
Si on dit paradis et enfer, moi j'ai déjà tué. Il a écrit que tu ne tueras point. J'ai déjà tué, donc j'ai peur de quoi encore? Il n'a plus peur de tuer, parce qu'il a déjà tué des humains. Il a déjà pris des humains, les a mis dans un conteneur, puis ils sont morts par asphyxie, il les a pris, il allait les enterrer dans des fosses communes. L'armée française a fait des déclarations, Amnesty a fait des déclarations sur tout ça, c'est connu. Il a pris les Koné Morel en prison, il allait les massacrer. Les Koné Moussa Barbu, il allait les massacrer. Il a gardé même par devers lui les corps. Donc c'est quelqu'un de monstrueux, de cruel, mais c'est un schéma dans lequel il est rentré. Un peu contre sa volonté. Je ne dirais pas que le monstre qu'il est devenu parce que l'État de Côte d'Ivoire, notre système, ne lui donnait pas le choix. D'autres avaient le choix. D'autres ont accepté d'être pauvres. Mais lui ne voulait pas être pauvre. D'autres ont accepté leur situation, mais lui ne voulait pas accepter la situation. Il a choisi d'aller en enfer s'il le fallait. C'est de ça il s'agit. Voilà les éléments motivationnels profonds de l'individu. Et donc, il s'est retrouvé dans la rébellion, puis après, proche du RDR, mais il est conscient qu'il avait commis des crimes. Et que tôt ou tard, ces crimes-là pouvaient revenir sous forme de boomerang et qu'il devait historiquement répondre de ces crimes. Et à un moment donné, il s'est dit, la seule façon de se protéger pour les crimes, il a déjà volé, oui, mais protéger ce qu'il a volé et se protéger de la justice contre ces crimes, c'est de chercher le pouvoir qui lui donnerait une sorte d'immunité. Donc voici sa démarche à l'intérieur du RDR. Quand il a accepté que les forces nouvelles rentrent dans le RDR et ses amis le disent, c'est pour récupérer la base, chercher à prendre le pouvoir et utiliser ce pouvoir-là pour s'auto-protéger. Donc jusque-là, vous voyez que c'est sa personne, ce n'est pas une cause. Il est rentré dans un schéma, il est rentré dans un engrenage. Et l'engrenage l'oblige à poser certains actes. Donc, sa bataille pour le pouvoir, c'est une bataille pour se protéger, ce n'est pas une bataille pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a posé des actes criminels et c'est se servir de la justice à partir du pouvoir pour se protéger. Et donc, même quand il rentre au sein du RDR, il rentre pour récupérer l'appareil du RDR comme instrument de conquête de pouvoir pour se protéger. Pour protéger les biens acquis de manière malhonnête quand il était dans le Nord, quand il contrôlait le Nord. Il s'est dit on peut le juger pour crime économique. On peut le juger si un pouvoir qui arrive qui ne lui est pas favorable pour crime de sang. Les gendarmes qu'il a fait exécuter, plus de 60 gendarmes, il y a des rapports d'amnistie et tout ça. Donc, il est dans une sorte d'engrenage. Et à l'intérieur du RDR, il a vu Amadou Gon comme un ennemi interne. Il a vu des gens comme Ahmed Bakayoko comme des ennemis internes. Et il fallait les liquider. Mais là, on n'était plus dans le cadre de la rébellion, il ne peut pas les liquider physiquement. Donc, il a gardé contre eux une certaine haine viscérale. Et il s'est dit que si il y a une compétition interne à l'intérieur du RDR, on va choisir ces personnes-là et ça risque de ne pas être lui. D'où la rupture pour, n'est-ce pas, ses ambitions personnelles. Parce que le RDR va choisir quelqu'un et cette personne-là, il n'est pas sûr que cette personne-là va le protéger lui. D'où sa rupture à l'intérieur du RDR. Parce qu'il cherche le pouvoir pour lui-même. Et il s'est dit, si quelqu'un comme Amadou Gon prend le pouvoir, ça n'est pas sûr que cette personne-là va le protéger ses vols et autres. Ça peut être un adversaire interne qui peut l'exposer. D'où sa rupture. Et cette haine de Amadou Gon, qui a été le choix du président Ouattara, va le dresser contre Ouattara. Mais ça n'a pas commencé là. Parce qu'à un moment donné, et il vous le dit de manière implicite, il était en complicité avec Gbagbo pour liquider politiquement Ouattara pour récupérer l'appareil du RDR. Et c'est dans ce schéma de collaboration qu'il a négocié avec Gbagbo de prendre de l'argent dans les caisses de l'État pour s'offrir une maison. Sinon Gbagbo va donner 1,7 milliard à un chef rebelle. Pourquoi? Il y a une structure qui gère les maisons de l'État, Cogetu, je ne sais pas quoi. Normalement, quand un premier ministre, c'est cette structure-là qui s'occupe des maisons de l'État
de trouver des maisons aux ministres et autres, des maisons de fonction. Mais lui, ça n'a pas été le cas. Il a négocié avec. Et ses amis étaient en lien avec les Nadi Bamba, d'où le froid entre le clan Nadi et le clan Simone. Parce que Soro avait promis à Gbagbo de faire liquider Ouattara par les élections proprement, de sorte que Ouattara se retire et puis lui récupère la base du RDR. Et dans le schéma, vous vous souvenez qu'ils avaient même mis en place un système pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de compte manuel des élections, ça devait se faire de manière électronique parce qu'ils avaient mis en place un schéma pour falsifier les élections. D'où le fait que le RDR se soit dressé contre lui pour dire non, le président Ouattara a dit qu'il y aura des décompte manuel en plus du décompte électronique des élections de 2010. C'est en ce moment que lui et ses amis se promenaient dans le nord pour dire non, Gbagbo va transformer le nord, le désert en oasis et autres, dans leur schéma de collaboration. Tout le monde a été témoin. Et c'est pourquoi lui et ses amis disent que l'affaire du Phoques 100, ce n'est pas Gbagbo qui a fait. Parce qu'en ce moment, eux étaient en collaboration avancée avec Gbagbo. Et Gbagbo ne pouvait pas liquider quelqu'un qui était en collaboration avec eux. Donc ils orientent le regard vers une autre direction, notamment vers le RDR. Et ils l'ont dit publiquement à Paris. Si vous fouillez, vous allez trouver les vidéos où ils accusent le RDR d'être le parti qui a cherché à éliminer Soro dans l'affaire Phoques 100. Donc, voyez-vous, pour dire, notre jeune frère est rentré dans un engrenage, pas pour une cause quelconque, mais pour lui-même, pour sa survie, pour protéger ce qu'il a volé. Donc, il s'est dit, il faut se battre. En faisant semblant de se battre pour une cause, mais il se bat pour lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un Soro se bat. Ce n'est pas pour la démocratie Soro se bat. Soro n'a jamais été un démocrate. Quelqu'un qui met l'homme, les humains dans un conteneur pour aller les tuer par asphyxie, qui est aussi monstrueux. Il se bat pour quelle démocratie, quel droit de l'homme? Quelqu'un qui peut prendre un humain en prison, qui n'est pas armé, qui n'est pas un danger pour lui, pour aller l'exécuter froidement, et puis garder le corps sans donner le corps à ses parents. Il se bat pour quelle démocratie, quel droit de l'homme? Soro ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit en termes de démocratie ou droit de l'homme. Il se bat pour lui-même. Et quand il faut être monstrueux, il n'hésite pas, il ne se gêne pas pour être monstrueux. Donc un individu pareil ne peut pas nous parler de constitution, de droits de l'homme et autres. Parce que lui-même, il est cruel. Il est monstrueux. Donc c'est pas de ça il parle, il se bat pour lui-même. Donc les mots démocratie, droit de l'homme et autres, là, Soro n'a qu'à enlever ça de sa bouche. Ça ne concerne pas sa personne. Parce que lui-même n'est pas comme ça. Il se bat pour quoi? C'est pas pour ça il se bat. Il se bat pas pour les Ivoiriens. Il se bat pas pour les Ivoiriens. Donc sa bataille c'est pour lui-même. Il est rentré dans un engrenage. Et dans cet engrenage-là, où il se battait pour le pouvoir, le choix à l'intérieur du RDR ne lui était pas favorable. Donc il s'est mis en opposition en croyant qu'il pouvait avoir un destin national. Aller faire d'autres alliances. Des alliances qui vont lui permettre de prendre le pouvoir parce que le choix à l'intérieur du RDR ne lui était pas favorable et c'était quelqu'un contre lequel il avait une haine viscérale. La preuve en est que même Amadou Gon est mort, il continue de salir son âme. Il continue de le salir. Quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire en politique, il y a un minimum de décence qu'il faut avoir. Les morts, on n'attaque pas les morts. Mais il est obligé de le salir. Je salis même son âme. Parce que pour lui, c'est ce monsieur-là qui a fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Il est tellement rancunieux et haineux. Il est obligé d'attaquer l'âme des morts. Et donc, c'est cette haine-là, l'engrenage dans lequel il est rentré là, qu'il a envoyé pour aller se mettre à plat ventre, en train de ramper avec des gens que lui-même il a combattu hier avec les armes. Montrant que lui, il s'en fout de convictions, d'idéologie ou quoi que ce soit. Ce qui importe, c'est qu'on lui donne une parcelle de pouvoir qui va lui protéger son vol des deniers publics, ses crimes, qui va amnistier, qui va le protéger judiciairement. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'un individu pareil se bat. Il se bat pour lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Et dans cette bataille pour lui-même, il sait qu'il n'a ni compétence, ni aptitude. Donc ce n'est pas dans une compétition ouverte où on expose les compétences et les aptitudes que lui va gagner. Donc tout ce qui lui reste, c'est de créer une situation de chaos où lui viendra s'imposer pour dire c'est moi le président, j'ai quelques gens armés avec moi, donc c'est moi le président.
Donc lui, voilà son schéma. Son schéma n'est pas le schéma des démocrates. Son schéma n'est pas le schéma des républicains. Son schéma est un schéma de chaos. Et c'est dans le chaos que lui prospère. Parce qu'il n'a ni compétence, ni background, ni aptitude. La preuve, vous l'avez vu au pouvoir, il n'a jamais même pu prendre une décision qui parte dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il n'y a aucun acte social qui a été posé par Soro ou un acte de développement majeur qui a été posé par Soro, Premier ministre, que ce soit avec Ouattara ou avec Gbagbo. Il n'y a aucun acte palpable que des gens peuvent présenter pour dire, bon voilà, ça là, c'est un acte majeur sur la situation, par exemple, des paysans, sur la situation, par exemple, des travailleurs, sur la situation, par exemple, du social en Côte d'Ivoire qui sera mis en place. Non. Quand tu lui demandes, il dit non, j'étais Premier ministre de réconciliation. Mais Premier ministre de réconciliation, ce n'est pas un projet de développement. Donc ton bilan, il est nul. Ton bilan est nul. Ce sont des gens qui sont venus chauffer les bancs. Et même quand ils étaient à la primature, ils se sont arrangés pour mettre le feu à la primature pour faire disparaître toutes les traces de leur malversation et vol. Ils ont mis le feu là-bas. Et quand les pompiers sont allés pour éteindre le feu aux archives, c'est Soul Toussoul qui était arrêté le premier devant. Son ami, son complice de tous les jours, avec lequel il s'est retrouvé. Il se retrouve dans l'affaire de Ressel pour vol des maisons de plus de 1,7 milliard, puisque c'est le même Soul Toussoul qu'on retrouve à la tête d'une société fictive créée pour voler cette maison en complicité à Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des individus pareils. Vous voyez un peu leur psychologie. Vous voyez un peu que c'est un individu qui ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Il ne se bat pas pour les Ivoiriens, mais il se bat pour lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Moi, je pense que Soro, parce que finalement, c'est comment protéger son argent volé. C'est pour ça qu'il se bat pour le pouvoir. Et comment faire pour qu'on ne le mette pas en prison? Bon, moi, je pense que, jeune frère, dans ce genre de situation, ce n'est pas en créant le chaos, en allant dire aux gens, n'allez pas aux élections, on va créer le chaos, on va prendre le pouvoir. Moi, si vous me donnez un peu dedans, oui, mais en voulant faire ça là, Franklin Nyamsi l'a dit, eux ne le font pas pour Bédié. La preuve en est que quand la candidature de Bédié a été retenue, que Bédié a dit qu'il va aux élections, ils ont dit que Bédié c'est un vieux qui ne représente pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ils ne vont pas le suivre. Voilà. Donc eux là, dans leur schéma, c'est comment prendre le pouvoir pour se protéger. C'est pas comment aider Bédié à prendre le pouvoir ou autre. À moins que Bédié lui donne l'assurance qu'il va lui donner un poste, n'est-ce pas, lui permettre d'être à une institution ou avoir un poste qui va le protéger et protéger son argent volé. Donc lui, il est dans un schéma pour lui-même, à la recherche des strapontins, à la recherche d'un poste, à la recherche des parcelles de pouvoir ou de la totalité de pouvoir pour lui-même. Il ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Donc un individu pareil, je ne vois pas des Ivoiriens sensés, un voleur de deniers publics, quelqu'un qui lui-même a reconnu que la maison là, il a volé. Et puis il dit, on a fait ça aussi pour Amadou Gon, on a fait ça pour ceci, Non, on n'a pas les preuves. Si tu as les preuves, expose les preuves. La justice va analyser. Mais ce n'est pas parce que toi, les gens ont exposé les preuves de ton vol. C'est qui te condamne. Que tu vas dire que non, d'autres ont fait ça. Ou non, ça ne nous intéresse pas. Toi, tu es malhonnête. Si tu le reconnais, ça suffit pour ne pas que tu restes dans le jeu politique. Parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin de malhonnêtes à leur tête. Tu fais un aveu. Tu dis oui, effectivement, tu as voulu tuer le président avec ta télécommande. Oui, effectivement, tu as volé. Hein, tu as fait des recels. Tu étais impliqué dans un détournement des deniers publics, n'est-ce pas, sur 1,7 milliard pour acheter une maison dans laquelle tu vivais. Tu reconnais tout ça. Mais à partir du moment où tu reconnais ça, tu ne peux plus être président des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent pas de voleurs de deniers publics. Ils ne veulent même pas déjà comme ça dans la compétition électorale. Les gens ont mis en prison ici en Côte d'Ivoire des gens pour vol de sacs de manioc. Toi, tu voles 1,7 milliard et puis tu dis que tu veux être candidat. Si on n'inscrit pas de force ton nom sur la liste des candidats, la Côte d'Ivoire va brûler, il n'y aura pas d'élection, toi tu vas tuer tout le monde. Mais toi, Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire a sécrété, a mis au monde des garçons comme toi. Viens, tu vas brûler la Côte d'Ivoire, tu vas voir que si c'est toi, tu es le seul garçon de ce fils-là, si tu es le seul fou de ce pays-là, tu vas comprendre qu'il y a plus fou que toi, il y a plus délinquant que toi dans ce pays.
Si tu estimes que tu es un malade mental, que pour ta personne, pour protéger ton vol de deniers publics, pour protéger tes crimes là, toi tu dois mettre ce pays là à feu et à sang. Mais prends ton avion, viens t'asseoir au Ghana ou au Mali et puis mets en place quelque chose, tu vas avancer. Tu vas voir s'il n'y a pas plus fou dans un pays que toi. Si tu peux prospérer, si toi tu peux venir mettre en mal la quiétude des Ivoiriens là, faut commencer et puis tu vas voir si dans ce pays il n'y a pas plus de malades mentaux que toi. Faut commencer. Tu t'assois à Paris pour parler, pour menacer la quiétude de nos parents, des gens dans ce pays. Mais viens prendre ton avion et puis mets-toi au Ghana, tu rentres par Noé, un peu. Et puis tu vas voir s'il n'y a pas plus fou, si le pays n'a pas donné des naissance à des gens qui peuvent se comporter de manière plus folle que pour toi, que pour ta personne. Toi, ta maigre, ta pauvre petite personne, toi tu vas foutre à mal la tranquillité de toute une nation. Toi. Il y a des gens qui rigolent. Bon, bref, pour être sérieux. Je pense qu'il ne faut pas accorder d'importance aux aboiements d'un gars qui est égaré. Il est perdu. C'est un gars qui se cherche. C'est un gars qui est rentré dans un engrenage dont il a du mal à sortir. Et il fait croire qu'il est dangereux. Il effraie des gens. Et il manipule les vieux comme les Bédier, des gens comme les gens du FPI, pour faire croire qu'il y a des gens derrière lui pour pouvoir mener des actions de subversion dans le pays. Mais c'est des conneries. Plus personne ne soutient Soro. Dans la base dans laquelle il se trouvait là, plus personne ne le soutient. Il est seul. Il y a quelques petits égarés qui sont avec lui, mais ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça qu'il a blagué les gens du FPI et du RDR. Pendant qu'on était en train de faire le dialogue direct, ils se sont retirés. Et la Boni Claverie là, parce qu'ils pouvaient avoir coup d'état, ils ont commencé à crier partout, transition. À la fin, ils ont vu que la CEI a été mise en place, les commissions ont été mises en place, eux-mêmes ont été écartés, et ils sont revenus après pour voir que, en tout cas, ce que Soro a promis là, il ne peut pas mettre ça en œuvre. Et il est dans le même schéma. Non, retirez-vous, sinon, il vous blague, il ment, il ne peut rien faire. Le président Bédier, ce petit-là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire dans ce pays. Il n'y a personne avec lui pour faire quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, ici, là, en 95, il y a eu une élection. Hein? Bédier contre Vaudier. La clé du changement, d'après le truc. Si vous boycottez, il va y avoir une élection. S'il y a même un seul candidat, il y aura une élection. Il y aura un gagnant. Donc, le mieux pour vous, c'est d'aller à ces élections. Moi, je vous donne des conseils. Ne suivez pas ce petit-là. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas menacer les élections. Il ne peut rien faire, ce petit. C'est un plaisantin. C'est un gars qui est en train d'utiliser, n'est-ce pas, sa présence dans la rébellion passée, qui défendait une cause collective, pour faire croire que lui contrôle encore ces personnes. Il ne contrôle personne. Il y a quelques 2-3 petits pantins qui le suivent. Sinon, tout le monde, tous les chefs de guerre même ne sont plus avec lui. Personne n'est avec lui. C'est un menteur. Il est en train de vous mentir, vous mettre dans la rue. En fait, il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser en se servant d'un faux passé qui n'est plus une réalité. Il veut se servir de vous. C'est ça en réalité, c'est lui qui se sert de vous. Ne croyez pas qu'il peut faire quelque chose. Sinon, dites-lui, on lui donne 48 heures, qu'il démontre qu'il peut faire quelque chose. Il ne peut pas, il ne peut rien faire. À part faire quelques petits, pousser des jeunes, hein, aller prendre une calache, 2 calaches, aller... Hein, ça là, ça ne peut pas changer un pays. Donc vous allez rester dans ça. Vous allez suivre ce gars-là qui vous fait croire qu'il peut faire quelque chose. Et puis bon, il va y avoir une élection. Vous allez contester à gauche et à droite. Et bon, une élection, vous pouvez la gagner. Démocratiquement, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais si vous suivez ce gars-là, ça va aller nulle part. Il est en train de vous perdre. Il est en train de vous faire croire, de vous faire espérer que lui, il peut faire un coup d'état. Toi, Zoro, tu peux faire un coup d'état? Tu ne peux rien faire. Tu t'effraies toi-même. Tu es assis à Paris. Et puis tu n'as même pas honte. Avec des petits blancs que tu vas ramasser à gauche et à droite. Tu peux faire quoi? Ces blancs-là, toi, tu penses qu'ils t'aiment? Tu penses que ces petits blancs-là, ils t'aiment? C'est des gens qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'ont jamais aimé l'Afrique, qui sont avec toi. Tu mens, auréolé par ton passé d'ancien chef rebelle. Ils se disent que toi, tu peux faire quelque chose. En réalité, ils veulent se servir de toi pour venir voler l'Afrique. Et puis tu es là, tu crois que... Peuple de Côte d'Ivoire, restez serein. Restez serein. Ce là, il ne peut rien faire.
il ne peut rien faire. Guillaume ne peut rien faire dans ce pays. C'est un plaisantin. Et je vous l'ai dit, c'est un gros plaisantin. Il n'y a personne. Tous les chefs de guerre, nous on les connaît. Tous, personne. Ils se réunissent ici, ils vivent tranquillement. Vous pensez qu'ils vont sur Guillaume Soro? Un gars qui a trahi ses convictions, il a trahi Bani. Il a trahi Bani. Allez demander à Jean qu'on a banni. Il va vous parler de Soro. Il a trahi Gbagbo. Il a promis à Gbagbo. Dernière minute, il a trahi Gbagbo. Quand j'ai appelé Gbagbo, je me suis excusé. Tu t'es excusé de la trahison qui a fait tuer ses amis, les Désiré Tagro, qui étaient au cœur des accords de Ouaga, qui connaissent tout. Vous les avez fait tuer. Tu allais toi-même avouer que si tu n'avais pas tué Désiré Tagro, tu n'aurais pas la paix. Et puis bon, tu dis non, j'ai appelé Gbagbo. Oui, Gbagbo veut vouloir se servir de toi. Mais il ne faut pas croire que Gbagbo t'a oublié, hein, ou bien qu'il a oublié ce que tu as fait. Gbagbo peut dire oui. Bon, vas-y, fais ce que tu sais faire. Parce que ça peut profiter. Il espère que ça peut profiter. Mais s'il se rend compte encore que tu ne peux rien faire là, il va dire voilà un plaisantin comme ça, je me suis laissé avoir par lui. Il veut encore m'avoir 2 fois. Les marabouts vont te blaguer, tu fais des sacrifices, des chameaux, des poulets, d'œufs de poulet que tu frottes sur toi. Tu penses que toi tu as un avenir, tu peux prédire l'avenir de quoi que ce soit dans ce pays, mais tu es un gros plaisantin, mon ami. Soyons sérieux. Donc, nos frères, nos sœurs, restez sereins. Dieu ne peut rien. Ça, ce qu'il fait là, ça c'est des... Voilà, ce sont des aboiements d'un gars perdu, d'un individu perdu. Chien qui mord n'aboie pas. Chien qui mord n'aboie pas. Alors il ne peut rien faire. Et c'est moi qui vous le dis. J'ai prédit. Écrivez ça aujourd'hui. Guillaume ne peut rien faire dans ce pays. Il ne peut rien. Écrivez ça. On se connaît. Toi, un petit que nous on a bien à la fesse pour te faire passer pour un peu gros en te faisant porter des lunettes pour venir parler aux gens. Toi, tu peux effrayer quelqu'un. Toi, tu peux effrayer quelqu'un. Toi, un petit crocodile, un petit masque que nous on a habillé là. Toi, tu peux nous effrayer. Reste tranquille. C'est nous on t'a habillé. C'est nous là. C'est nous qui avons habillé le masque que tu parais être. Toi, tu ne peux pas nous effrayer. Tu peux faire croire aux gens. Prenons les gens au sérieux. Donc, moi, ce que je te dis, Guillaume, là où tu es là, ce n'est pas encore perdu. Demande pardon. Demande pardon aux uns et aux autres. Ce dont tu as besoin, c'est d'une amnistie pour tes crimes et pour tes vols. Tu peux sortir de tout ça encore en demandant pardon aux gens. Tu peux sortir de tout ça, aller à l'église ou à la mosquée, aller demander pardon à Dieu aussi pour le sang versé. Le sang des gens que tu as versé là, parce que ça aussi ça te suit. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir et c'est ce qui fait que tu as permanemment peur. Tu as une peur perpétuelle. Nous, aujourd'hui, là, on dort tranquille. Parce que la nuit, tu ne peux pas te réveiller en disant Morel, en disant X, en disant Kone Moussa, en disant... Tu vois? Parce que nous, on dort tranquille. Dans notre passé, il n'y a pas de personne qu'on a tuée ou qu'on a ordonné de tuer. Donc, quand tu dors en paix. Tu dors 8 heures par jour, 6 heures par jour. Voilà, tu ne te lèves pas en sursaut. Donc, toi, tu as du mal à dormir. C'est que souvent, tu grossis et puis souvent, tu deviens maigre. Bon, voilà, tu vois, ça c'est symptomatique des gens qui sont troublés. Mais demande pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ceux qui sont au pouvoir. Demande pardon à Gbagbo. Demande pardon, parce que tu dois demander pardon à beaucoup de personnes à la fois. Pour avoir la paix. Tu es la honte de ta famille. Tu as dit tes enfants même là, quand on dit Guillaume Soro, votre père c'est un gars qui a tué l'homme. C'est un gars qui a pris des gens, qui a mis des gens dans des conteneurs pour aller les asphyxier. Tes enfants, ils sont grands, ils regardent les vidéos là aussi. Ils peuvent fouiller pour voir. Donc c'est la honte d'un père qui a pris des gens dans une prison en violation, n'est-ce pas, de toutes les conventions sur la guerre, pour aller les tuer de manière extrajudiciaire et puis ils gardent leur corps. Kone Morel n'a toujours pas pu, les parents de Kone Morel n'ont toujours pas pu, n'est-ce pas, enterrer leur fils dignement. La même chose pour les parents de Moussa Barbu. Donc tu dois demander pardon pour tout ça. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple qui pardonne. Donc demande pardon. Peut-être que, mais quand tu finis de demander pardon, retire-toi parce que tu es suffisamment sale pour parler de démocratie. Toi tu es suffisamment sale. C'est-à-dire que tout le monde peut critiquer les violations des droits de l'homme,
le non-respect de la démocratie, la malgouvernance, tout le monde peut le faire sauf toi. Donc tu n'es plus crédible, tu n'es pas crédible, toi tu ne peux même plus parler sur la scène politique. La preuve en est que quand tu parles là, moi je peux sortir et dire, mais Joe, toi, tout le monde peut parler sauf toi. Donc tu n'as pas d'avenir, donc il te reste quoi? La violence, le chaos. Mais ce chaos-là ne prospère pas, parce que les Ivoiriens ne te font pas confiance. Babo ne te fait pas confiance. Bani, le PDCI ne te fait pas confiance. Bédié lui-même ne te fait pas confiance. Le président Ouattara ne te fait pas confiance. Personne ne te fait confiance parce que toi là, tu n'as pas de paroles. Tu ne penses qu'à toi. Tu as tué tes amis. Quand les gens ont vu que tu as tué tes propres amis, les gens voient un homme comme toi là. Tu as dit, on peut te faire confiance. Quelqu'un qui a pu tuer ses amis, il en a pris certains en prison pour aller les exécuter. Est-ce que toi, un homme comme toi, tu penses qu'on peut te faire confiance? Je vois des gens qui te suivent. Ils viennent faire des directs pour parler de Doumbia Major. Doumbia Major n'a jamais tué un de ses amis. Doumbia Major n'a jamais tué un humain. Doumbia Major n'a jamais extrait un individu de prison pour aller le tuer. Doumbia Major, oui, ça n'a rien à voir avec Guillaume Soro. Nous, on est allé à l'école, on a passé des nuits blanches à étudier, on a fait notre diplôme convenablement, on a pris des positions politiques par conviction. Et on reste sur ces positions-là. Moi, j'aurais pu aller avec les gens du FPI et tout ça comme toi. Et qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas proposé? Poste de vice-président de CNC, mais j'ai craché dessus. J'ai dit, tant que votre discours ne change pas là. Je leur ai fait écrire une charte Martial Aipo qui aboie comme un fou pour te soutenir. Il faut lui demander, c'est moi qui ai fait écrire la charte de la CNC à Martial Aipo. Il faut lui poser la question. J'ai dit, il faut condamner le discours de haine. Il faut rompre avec le discours de haine, le discours ethnique, le discours religieux et autres. Le vol de deniers publics, il faut rompre. Il faut lui demander, il va te dire ce que j'ai fait. Mais ils n'ont pas voulu respecter la charte. J'ai dit, dans ce cas, je ne suis pas avec vous. Parce que moi, j'ai des convictions. Je ne me bats pas pour des postes de vice-président, des postes pour de l'argent, pour ceci. Non. Depuis hier, je me battais contre le discours de haine. Je me suis retrouvé au sein de la commission consultative constitutionnelle. Je me suis battu contre le discours de haine. J'ai été tout seul. Les gens du RDR, là, tellement on les accusait de me soutenir, eux tous se sont retirés. J'étais tout seul, je suis allé en exil. J'ai laissé tout derrière moi ici. J'aurais pu dire ceci, cela. Quand je suis revenu du pays, on ne m'a pas déroulé de tapis rouge. Je continue de vivre des choses difficiles. Alors que ceux qui ont contraint en exil, ceux qui ont tué mes amis, ont bénéficié des rappels dans ce pays. Ce qui faisait que moi, mes camarades ne pouvaient pas aller à l'école. Toi-même, Guillaume Soro, quand j'ai eu le concours de l'enseignement supérieur, pendant que tu étais au pouvoir, toi et tes amis m'ont menacé. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire depuis 2013-2014. J'ai été privé de tout ça. Ma vie a pris des coups, mais j'ai dit, je n'entre pas dans votre schéma tant que vous soutenez le discours identitaire. Et je continue de déconstruire ce discours-là, de montrer aux Ivoiriens, même si je suis tout seul, de montrer aux Ivoiriens que votre discours-là n'est pas bon pour l'unité de la Côte d'Ivoire, que vous êtes des haineux, et que toi et Bleu Goudé, vous êtes des criminels. Et puis j'expose vos crimes. Et je dis aux Ivoiriens que ce n'est pas une bonne chose de vous mettre à la tête du pays, parce qu'un gars comme Guillaume Soro à la tête du pays, mais il va massacrer tous ceux qui vont le critiquer. Il va les mettre dans des conteneurs. Il n'y aura même pas de liberté. Il va mettre en place des escadrons de la mort. Il dit une chose... Attendez. Qui ne lui plaît pas là. Tu dis une chose qui ne lui plaît pas le lendemain. Les gens sont chez toi à la maison. C'est la même chose pour Bleu Goudé. Qui faisait tabasser des juges ici. Qui faisait brûler les sièges des journaux ici. Dans ce pays. Si tu critiques Gbagbo, tu critiques leur pouvoir. Le lendemain, il met en place... n'est-ce pas, un peloton qui est chez toi à la maison ou qui est dans le siège de votre journal. Tout est saccagé. Donc, on a vu ces personnes-là ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, ton journal Génération l'a écrit tous les jours des insanités, mais ils sont à Abidjan ici? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous êtes loin d'être des démocrates. Quel Ivoirien va accepter d'aller mourir pour un gars comme ça? Qui va aller soutenir? Et puis, vous, là, vous allez venir au pouvoir pour remettre en cause. Toi, tu vas t'associer à des gens comme ça qui insultent tes propres parents, qui disent que à Saint-Fra, tes propres parents sont des étrangers qui vont au meeting du RDR. Quand Bédié tient ces discours-là, tu n'es même pas capable de dire, ah Bédié, le vieux, c'est comme ça là, nous on s'est battus. C'est comme ça il y a eu la guerre. Donc les discours comme ça là, il faut mesurer un peu, il faut sciencer comme on dit. Laisse tomber ce type de discours là.
critique la gestion du président Ouattara, critique son organisation politique, mais vraiment, il ne faut pas assimiler tous ces militants à des étrangers parce que tu es en train de dresser une haine xénophobe contre une partie des Ivoiriens. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'intelligence et la conviction politique de dire non à quelqu'un qui, n'est-ce pas, dresse contre tes propres parents des Ivoiriens, n'est-ce pas, une haine xénophobe. Alors que tu dis que tu t'es battu contre ça. Et puis tu es avec eux, bêtement. Hein? Zo. Tant que toi, on te donne une petite parcelle de pouvoir ou on te promet une petite parcelle de pouvoir. Bon, je voudrais, parce qu'on a été long. On a été long et je voudrais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, j'avais commencé une analyse avec Bleu Goudé, Gbagbo, Soro et on devait terminer par Bédié. Donc, on va dire que la partie concernant Soro, c'est aujourd'hui. Hein? Donc, on en a discuté un peu et on reviendra certainement sur des points de détail, n'est-ce pas, lorsque ce sera nécessaire. Mais c'est pour dire aux uns aux autres que ces individus-là, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas suivre Guillaume Soro, il ne se bat pas pour les Ivoiriens. Il se bat pour lui-même. Il se bat pour lui-même. Vous êtes aujourd'hui plus de 1200 personnes à suivre le direct. Donc, diffusez massivement ces vidéos pour que les Ivoiriens comprennent. Parce qu'il y a une jeune génération qui ne connaît pas le passé de ces personnes-là. Il y a une jeune génération qui ne connaît pas le passé de Bleu Goudé, qui ne connaît pas le passé de Gbagbo. Il y a une jeune génération, comme j'ai dit la dernière fois, si on leur dit que Gbagbo a soutenu une loi qui exclut son propre fils, mais ils ne vont pas comprendre, ils peuvent pas, ils vont se dire non, c'est faux. Ils ne savent pas que les Gbagbo et autres ont fait massacrer des femmes. On fait violer des femmes à l'école de police. Donc ça, il faut pouvoir diffuser pour que les gens sachent que ceux aujourd'hui qui réclament la démocratie ne sont pas des démocrates. La même chose pour Bédié, quand on en parlera, j'ai dit que Bédié est celui qui a plus de sang sur la main en Côte d'Ivoire. Mais quand je vais développer, les jeunes vont comprendre comment il a mis en place son ivoirité. Qu'est-ce que disaient les, comment on appelle, Pierre Kipré et autres, le Kurdif. C'est que le Kurdif et autres. Mais tout ça, nous allons développer pour que les Ivoiriens comprennent. Pour que les Ivoiriens fassent un choix de manière lucide. Voilà. Parce que les gens se présentent dans ce pays, non, j'ai l'expérience, non, je n'ai jamais rien fait de mal. Non, non, mais ils ne connaissent pas la vérité sur ces hommes politiques. Donc, diffusez ces vidéos, diffusez, rediffuser ces vidéos pour élever le niveau de conscience politique de notre peuple. Je voudrais donc vous remercier et dire aux gens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des propos de Guillaume Soro. C'est quelqu'un qui est aux abois. C'est quelqu'un qui est aux abois. Mais ce que je voudrais dire aux Français, la France est un peuple ami. Il y a une loi sur le terrorisme en France. La France ne doit pas permettre qu'un individu pareil parte s'asseoir dans son pays pour menacer la Côte d'Ivoire. La France ne doit pas permettre qu'un individu pareil parte s'asseoir en France pour tenir des propos terroristes, d'incitation à des actes terroristes en Côte d'Ivoire. Nous avons des accords de défense avec la France. La France ne doit pas le permettre. Parce que un Français ne peut pas venir s'asseoir en Côte d'Ivoire et inciter les jeunes des quartiers, les jeunes des Sarcelles et autres à la guerre, d'inciter les jeunes à la violence, et puis la France va accepter cela. Donc de la même manière, nous ne pouvons pas accepter que des voyous partent s'asseoir en France et puis troublent la quiétude de nos parents et que des individus partent s'asseoir en France, portent des tenues militaires et incitent à la révolte, à la guerre, à l'insubordination dans notre armée nationale. Donc je voudrais interpeller nos autorités pour qu'une note officielle soit adressée à la France pour dire ça, nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. Nous sommes des peuples frères. Moi-même, j'ai fait mon exil en France. J'en remercie le peuple français. J'en remercie le peuple français. Mais que des voyous partent s'asseoir en France et que de la France, ils commanditent des coups d'État, ils commanditent des attaques de fourgons, ils commanditent des actes qui sont inacceptables. Ça, on ne peut pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Et je voudrais donc m'arrêter sur ça, diffuser massivement ces vidéos. Soyez sereins là où vous êtes.
soyez sereins. Nous appelons à des élections démocratiques. Nous sommes à la CEI. Nous allons surveiller ces élections pour qu'il n'y ait pas de fraude. Nous sommes à la CEI. Nous allons surveiller ces élections pour qu'il n'y ait pas de fraude. Ce sera notre contribution pour la paix, pour le développement et pour la démocratie dans notre pays. Ce sera notre contribution. Si Bédié gagne, nous allons reconnaître que Bédié a gagné. Si M. Afi gagne, nous allons reconnaître. Si c'est M. Ouattara qui gagne, ce sera le choix du peuple. Nous sommes à la CEI pour ça. Ceux qui ont été écartés pour fraude, pour vol de deniers publics et pour actes criminels, c'est la loi de Côte d'Ivoire qui dit on ne peut pas accepter que des gens qui veulent tuer des Ivoiriens, des gens qui volent des biens publics des Ivoiriens, puissent être à la tête de la Côte d'Ivoire, puissent même être en compétition dans les élections en Côte d'Ivoire. C'est la loi qui le dit. Donc il faut se soumettre à la loi. Si quelqu'un veut se comporter en hors la loi et penser qu'il est le plus voyou de sa génération, qu'il sache que chaque génération comporte des voyous plus que lui. S'il pense qu'il est le plus fou de sa génération, qu'il sache que chaque génération sécrète aussi des fous qui sont plus fous que lui. Et donc, à bon attendeur, salut. Et je demande aux uns et aux autres d'être en paix, de cultiver la paix et que nous, ensemble, nous renonçons à la violence. Excellente journée à vous. Au revoir.